Donc voilà, là je prends conscience que j'ai fait une syncope et putain, je m'étais juré de jamais en faire car je me connaissais et en fait non, pas du tout. Mon collègue me renvoie dessus et je vois le visage de mon frère, de mon meilleur ami, avec tellement de peur dans ses yeux. Je le vois pleurer, mais en plus il a les yeux bleus, donc ça ressort encore plus. Je le vois mais pleurer de peur et qui dit au mec aidez-le, aidez-le, il vient de faire une syncope, aidez-le. Je fais vraiment de peine et je m'en excuse encore maintenant. Bonjour, je m'appelle Baptiste Luciani, j'ai 27 ans, j'habite sur Marseille. Donc je vais vous raconter mon témoignage de comment Dieu m'a sauvé dans mon accident de chasse sous-marine. Donc voilà, ça se produit le 1er août 2015 à Marseille, sur l'île du Frioul, les îles qui sont vraiment en face de Marseille, quoi. Je chasse avec mon meilleur ami Alex, qui grâce à lui aussi je ne serais pas là aujourd'hui. Donc voilà, j'ai 15 ans, je chasse avec lui, ça fait des années, presque déjà 6-7 ans alors que j'ai que 15 ans. On se connaît comme les doigts de la main. On fait un sport qu'on prend conscience qui est quand même assez dangereux parce que c'est de l'apnée pure. C'est pas de la bouteille, il n'y a pas d'oxygène, c'est vraiment on se ventile avec nos poumons, on descend et on doit un petit peu se connaître physiquement, quoi. Et vient ce jour où on va chasser sur l'île du Frioul. C'est pas la première fois que je vais chasser là-bas, je connais très bien. Donc voilà, toutes les conditions sont réunies pour. Grand soleil, mer calme, pas de gens sur l'eau, l'eau claire, très claire et beaucoup de poissons. Et là c'est amusant, là. Là vraiment, quand il y a du poisson comme ça, très amusant. Donc voilà, on chasse avec des arbalètes, avec des sangs d'eau qu'on doit charger pour tirer sur le poisson. Donc on doit allier précision et calme parce que quand on descend, il ne faut pas que le rythme cardiaque s'emballe, tout ça et tout. Il faut vraiment rester serein sous l'eau. Donc tout ça, c'est des petits travaux que j'ai fait sur moi, sur la ventilation, la respiration à la maison. Donc vraiment, j'ai 15 ans, mais je connais bien mon corps et enfin, je pense bien le connaître, mon corps. Et mon meilleur ami me connaît très bien et lui aussi, je le connais très très bien. On se connaît par cœur, on se parle sous l'eau, juste avec des gestes, on se comprend, mais direct. Pas besoin à chaque fois de lever le tuba, tu as compris, machin et tout. Non, c'est vraiment, on se parle et on se comprend. Donc vraiment, c'est mon frère, c'est mon troisième frère en fait, hein, voilà. C'est mon troisième frère. Et voilà, vient ce jour, donc le 15 août 2014. On est sur le Frioul, on chasse, on a une montre qui nous indique la profondeur, la température de l'eau, bref, un peu tout, quoi. C'est le petit ordinateur de la mer. Et mon meilleur ami descend une première descente à 19 mètres. Donc je rappelle, toujours en apnée, hein, pas de bouteille, pas d'assistance oxygène, quoi. Et il descend, je vois qu'il est à l'aise, il remonte. Voilà, je décide de moi aussi entamer une descente à 19 mètres. Je remonte, je suis à l'aise, j'ai vu ce qu'il a vu. Vraiment tout est bien. Et là, passe le moment où je tombe sur... alors, il faut savoir qu'en chasse sous-marine, le Graal du chasseur sous-marin, donc vraiment le trophée, c'est le denchi. Le denchi, c'est un poisson qui est très méfiant, qui se chasse plus ou moins profond, surtout l'été. Et c'est vraiment la consécration pour le chasseur sous-marin quand on l'attrape, quoi. C'est-à-dire qu'on commence vraiment à être un chasseur confirmé, qui a réussi à déjouer sa méfiance de ce poisson. Et je sais pas, ce poisson m'a toujours attiré depuis petit. Et je suis à la surface, donc je vous rappelle, l'eau elle est très claire. Je vois à peine le fond, il y a 19 mètres. Et je suis en train de regarder et d'un coup je tombe sur un banc de denchi qui vient me voir, de la surface. Et vraiment un banc de 30 poissons. Donc moi j'ai 15 ans, mon cœur il commence à s'emballer. Je me dis que c'est le moment, je vais faire enfin mon premier denchi. Ça y est, quoi, ça va payer, quoi. Toutes ces années de chasse, je suis en club de chasse sous-marine aussi, donc je suis suivi. Donc je me dis ça y est, quoi, c'est le moment, quoi. C'est le moment de faire enfin mon poisson que j'attends. Alors, faut savoir que mon meilleur ami, on s'est toujours fait confiance à 100%. C'est mon frère. Mais ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, je suis obligé de l'appeler et lui dire
viens à côté de moi et surveille-moi bien. Et ce jour-là, c'est vraiment la première fois que je lui demande ça, comme si je savais qu'il y avait un risque en descendant à cette profondeur. Donc, j'ai mes parents aussi qui sont chrétiens. Ils sont jeunes chrétiens, mes parents, ça fait tout juste 1 an, ils me parlent de la foi, donc je ne crois pas du tout en Dieu, ils me parlent de Jésus, machin et tout. Ok, moi dans ma tête, je vais plonger, il n'y a pas de... je suis jeune, voilà. Et ils me parlent de ça, que voilà, c'est un Dieu qui peut te sauver, qui peut t'aider dans ta vie, qui peut faire énormément de choses et que t'apporter du bon. Et mon père, il me dit, tu sais, il peut t'apporter du bon, mais autant dans le sport que dans ta vie, mets-le au défi aussi. Mets-le au défi, tu veux le rencontrer, mets-le au défi, parle-lui et mets-le au défi. Et moi, en tant que minot un peu bête, un peu... Donc je suis en train de me ventiler à la surface. Donc voilà, je dis à mon meilleur ami de bien me surveiller. Et je sais pas pourquoi, c'est la première fois de ma vie que j'ai ce sentiment-là, que je peux être en danger en descendant. Je me ventile, donc se ventiler, c'est faire les travaux de respiration à la surface avant d'entamer sa descente. Je sais qu'il y a plus de fond que 19 mètres, car je vois plus le fond. Et juste avant de descendre, à ma dernière inspiration, je dis Dieu, si tu existes, s'il m'arrive quelque chose et que tu existes, ben sauve-moi. Vraiment, comme si que je savais qu'il pourrait m'arriver quelque chose. Donc, j'entame ma descente. Donc, je descends, je me pose au fond. Donc, arrivé au fond, je suis sur 23 mètres. 23 mètres de fond, l'eau elle est à 20-21 degrés, parfait. Vraiment, je me sens à l'aise, un peu trop à l'aise même. Un peu trop à l'aise et je fais un truc que j'ai jamais fait à cette profondeur-là. Il faut savoir que le moindre fait et geste qu'on fait au fond, à cette profondeur, c'est vraiment... comment dire, ça pardonne pas quoi. Ça pardonne pas. Palmer 2-3 mètres au fond, ça pardonne pas. C'est pas comme si on était à 2 mètres de fond. Là, je suis à quasiment 25 mètres. Et voilà, donc j'attends le poisson que je dois tirer, le fameux denchi. Pas de denchi. Donc moi, borné, je l'attends. Mais sauf que je suis pas un poisson, moi. Malheureusement, je suis pas un poisson. Et j'attends. Bref, il me vient me passer le poisson et je dis, bon, tant qu'à faire, je suis descendu à cette profondeur, je vais remonter avec un poisson. Et il y en a un qui se présente et je le tire vraiment, mais à bout portant, quoi, à peut-être 20 cm de la flèche. Et le tir est tellement puissant que je vois pas si le poisson est sur la flèche. Et chose que j'ai jamais faite, depuis que je chassais, c'est d'aller voir si le poisson, je l'ai attrapé sur la flèche. Au lieu de remonter avec mon harpon et voir après. Et là, je suis à 23 mètres et je décide de palmer pour aller voir à 3-4 mètres si j'ai attrapé le poisson sur la flèche. Sauf que ces 3-4 mètres à 23 mètres, c'est ce qui va sûrement me manquer en remontant. Et je vois que j'ai le poisson, je me pousse du fond. Et quand on se pousse du fond en apnée, qu'on a les plombs, tout ça et tout, on a ce truc un peu d'apesanteur, donc on se pousse et on est, comment dire, un petit peu on flotte, quoi. Vraiment au fond on flotte. Et là je me pousse du fond et je suis collé. Mais quand je vous dis collé, je me pousse et je reviens directement collé au fond. Et là je me dis, hey, là il y a de l'eau et c'est pas pareil là. Bref, du coup j'entame ma remontée. Donc je remonte, j'ai la caméra, donc j'ai perdu la caméra malheureusement, mais j'ai la caméra de cette apnée. Je commence à entamer ma remontée. Il faut savoir qu'en chasse sous-marine, en apnée, il ne faut jamais remonter en regardant la surface car on se bloque l'air qu'on a dans le cou, dans les poumons et tout. Il faut faire le dos rond, donc on baisse la tête et on remonte en faisant le dos rond tranquille. Et bref, je remonte, donc je palme. Et passé 15-20 coups de palme, je lève les yeux pour jeter un coup d'œil. Normalement, je sais que je suis souvent dans les 10 derniers mètres, quoi. Et là, je lève la tête et je vois qu'il me reste encore bien 15-16 mètres à remonter. Et là, je commence à avoir ce petit moment de doute. Ah oui, quand même. Ah ouais, quand même, il y avait bien dans la profondeur, là, bien de l'eau. Et bref, je refais le dos rond, je remonte en me disant que je vais arriver à la surface, que j'ai juste à me calmer, à calmer mon rythme cardiaque. En étant serein, j'arriverai à la surface, je me connais. Ça m'est déjà arrivé de remonter 2-3 fois limite. Mais je sais que je peux y arriver, quoi. Mais en fait, non, je sais rien du tout. Ouais, je suis en train de remonter et arriver à quoi, à 10 mètres de la surface peut-être.
je sais que j'arriverai pas là-haut. Je sais que j'arriverai pas à remonter, que mon meilleur ami va devoir m'aider, venir me chercher car j'aurai pas assez de souffle pour arriver à la surface. Et réflexe, je lève les yeux, je le regarde et je lui fais le signe de plus d'air gros. Là, j'arriverai pas à la surface là, vraiment. Et mon meilleur ami me dit que quand je lui ai fait le geste, mes yeux instantanément sont partis en arrière et sont devenus blancs. Il m'a dit tu es tombé à la renverse en crachant tout ton air qui te restait dans les poumons, en tombant comme ça quoi, dans le fond. Pour moi, j'avais fait le signe, j'avais baissé la tête et mis encore 3-4 coups de palme avant de perdre connaissance, quoi. Avant de me noyer sous l'eau. Et bref, du coup, ça c'est mon meilleur ami qui me le raconte avec le recul, que je fais le signe et que je pars direct en syncope. Je me réveille sur l'eau, donc vraiment je comprends pas ce qui se passe, j'entends rien du tout. Je vois et le soleil et l'île du Frioul, donc la colline, et dans les vagues, et je suis dans les vagues et je comprends pas du tout, j'entends vraiment rien, je comprends pas ce que je fais là. Et vraiment, pour vous dire comment j'étais perdu, je pensais que je faisais le tour de l'île du Frioul en bateau. Et le père de mon meilleur ami, il a un bon bateau, et je dis putain, mais avec 115 chevaux, on a quand même fait au moins 2 fois le tour du Frioul là, quoi. C'est bon, quoi. On va s'arrêter à un moment donné. Vraiment inconscient que que j'étais en action de chasse sous-marine, quoi. Et j'entends toujours rien, donc vraiment, je capte même pas que je suis de base, j'étais en train de plonger. Et d'un coup, je vois un bateau arriver, qui n'est pas le bateau du père de mon meilleur ami, clairement. Et je sens qu'on me pousse sur le bateau. Donc je me retrouve sur le bateau avec une personne en face de moi que je connais pas. Et mon premier réflexe, c'est de ressauter dans l'eau. De me dire, mais c'est qui lui? Qui c'est? Je ressaute dans l'eau. Et quand je ressaute dans l'eau, je tombe face à face avec mon meilleur ami qui là me met une droite. Et que d'un coup, cette droite me réveille et me refait d'un coup entendre, j'entends tout, je prends conscience que je suis en action de chasse sous-marine et que putain, je viens de faire une syncope. Donc voilà, là je prends conscience que j'ai fait une syncope et putain, je m'étais juré de jamais en faire car je me connaissais et en fait, non, pas du tout. J'ai poussé mes limites un peu trop loin et voilà. Bref, je me retrouve sur le bateau du gars. Mon collègue me renvoie dessus et je vois le visage de mon frère, de mon meilleur ami, avec tellement de peur dans ses yeux. Je le vois pleurer, mais en plus il a les yeux bleus, donc ça ressort encore plus. Je le vois mais pleurer de peur et qui dit au mec aidez-le, aidez-le, il vient de faire une syncope, aidez-le. On tombe sur un plongeur en bouteille qui lui, on peut faire des accidents de chasse sous-marine, de plongée pardon. On peut faire des syncopes en plongée. Mais c'est pas pareil, vu qu'on a de l'oxygène et tout, en chasse sous-marine c'est totalement différent, vu qu'on inhale directement l'eau. En gros, comme j'ai perdu connaissance, ben, j'ai respiré, le premier réflexe de l'homme c'est de respirer, donc j'ai bu la tasse mais à 10 mètres de fond quoi, et je suis pas bien quoi, mes poumons sont remplis d'eau et sur le bateau je suis vraiment pas bien. Mon meilleur ami qui hurle au mec d'aller voir vite ses parents, de se bouger voilà, de se bouger, d'aller les voir et tout. Et moi, dans le bateau, ben, je suis assis, je suis pas bien du tout, j'essaie de respirer, j'arrive quasiment pas, et je vomis. Et je vomis de l'eau de mer et du sang. Et quand je vous dis je vomis de l'eau de mer et du sang, c'est pas petite quantité, quoi. Le bateau, je l'ai tapissé au gars, vraiment, je l'ai retapissé, j'ai cette vision que son bateau, il est rouge, et que je suis, waouh, tout ça, ça sort de mon corps, quoi. J'ai le bateau des parents de mon meilleur ami qui sont posés dans une crique. Une crique, c'est un petit endroit où on cale le bateau, une petite calanque, quoi. Et ils sont là, tranquilles, en train de se faire bronzer. Et ils voient un bateau arriver, mais Mach 10 sur eux, un gros bateau en plus. Et je me rappellerai toujours, son père, il s'est levé en mode hey, il nous a pas vus, il fait des grands signes et tout. Et mon meilleur ami qui est sur le bateau, qui leur crie dessus, il leur fait des signes. Et on arrive sur... les deux bateaux arrivent ensemble. Je monte sur le bateau de mon meilleur ami. Mon meilleur ami dit Titi il a fait une syncope, Titi il a fait une syncope, faut qu'on rentre. On remonte l'ancre et là on décide de bombarder pour rentrer à Marseille parce que je me sens vraiment pas bien. Sur le retour, donc on a quoi? On a 15 minutes de bateau, mais 15 minutes de bateau avec un gros bateau, ça envoie. Donc je suis sur le nez du Zodiac, donc vraiment sur le boudin de tout devant. Et je prends l'air dans la gueule et ça me fait du bien.
je respire et l'air il me fait du bien. Enfin, je respire avec ce que je peux respirer, parce que je le sais pas encore, mais j'ai les deux poumons remplis à 85% d'eau salée et 2 œdèmes dans chaque poumon, 2 ou 3 œdèmes dans chaque poumon. Donc vraiment, je sais pas, mais en fait, je suis vraiment cas critique là, quoi. Et le fait de rentrer en bateau à fond et d'être devant et de prendre l'air, en plus il faisait chaud, là il faisait bon, ça me redonne un coup de boost, quoi. Donc je suis vraiment, je suis bien, quoi. J'arrive au port, comme s'il m'était rien arrivé. En plus, je suis pas du genre de mec à me plaindre. Donc je fais un peu le mec, non, non, ça va, tout va bien en fait, non, c'est bon, ça va beaucoup mieux et tout. J'aide à décharger un peu les affaires et tout. Et sa mère, Alex, mon frère, décide de... Elle me dit, Titi, non, non, je vais t'amener à la maison, au moins tu te reposes. Je dis, non, mais je vous aide à déballer les affaires du bateau et tout, nanani, j'ai les affaires partout et moi j'aime bien que mes affaires soient rangées, donc j'ai pas envie de retrouver ma combi là, mon chausson, mon masque et tout. Et sa mère décide de m'amener chez eux, histoire que je puisse me reposer. Sur le retour avec sa mère, je me rappelle plus très bien, mais je sais que je pleure dans la voiture et que j'ai dit que j'ai fait de la peine à Alex, à mon meilleur ami, vraiment. Je fais vraiment de peine et je m'en excuse encore maintenant. Ce que je me suis reproché, c'est que je lui ai fait avoir cette vision de moi me noyer. Moi me noyer et que je mets lui, tu vois, lui à cause de moi, c'est lui qui a ça, c'est lui qui ne veut plus chasser, qui ne veut plus faire la chasse marine à cause de ce souvenir-là, je pense, de me voir noyer. Et putain, je m'en veux terriblement. Si je pourrais refaire les choses, je resterais sur 19 mètres, j'irais pas chercher ce putain de poisson. Et de temps en temps, j'ai réussi à le refaire venir peut-être 2 ou 3 fois, mais on chassait dans 4 mètres d'eau, pas plus, quoi. Et je le faisais venir quand vraiment je savais qu'on allait prendre du plaisir et qu'il y avait énormément de poissons, qu'on faisait des ceintures, lui et moi, remplies de poissons. Mais je ne l'ai plus rappelé pour qu'on aille en mer parce que je sais qu'il y a un truc qui le bloque et il a toujours cette crainte de peut-être que je refasse une syncope. Donc je comprends totalement qu'il ait voulu arrêter. La chasse sous-marine, mais je m'en veux terriblement parce que c'est à cause de moi, quoi. Et vu que c'est mon frère et que c'est avec lui que j'ai tout vécu en chasse sous-marine, qu'on se connaissait comme les 2 doigts de la main, ça me fait de la peine de le perdre à cause de moi, quoi. C'est Alex que je m'excuse de lui avoir fait peur et d'avoir eu cet accident avec lui. Elle me dit que non, c'est pas grave, que ça arrive et tout, mais je sais qu'au fond de moi il y a quelque chose qui est cassé avec la chasse sous-marine avec Alex, quoi. Bref, sa mère me ramène chez elle, elle me dépose et elle décide d'aller vite du coup récupérer son mari et son fils au port. Il y a 15 minutes de route à tout casser, donc elle me laisse ces 15 minutes de temps à la maison pour que je puisse me reposer. Et là, comme elle me laisse à la maison, elle ferme la porte et là, chaud-froid dans le corps et je suis vraiment pas bien. Et je sais pas comment je pourrais l'expliquer, c'est vraiment une sensation, il n'y a que à ce moment-là que j'ai eu ça. Je suis dans la maison tout seul et je me lève pour aller vomir et je vois ce que je vomis et ça me choque de voir que je vomis autant de sang, quoi. Je comprends pas. Je sens qu'il y a de l'eau de mer, mais je sens qu'il y a énormément de sang et je vois tout ça, ça me dégoûte, quoi, de voir Tarpin beaucoup de sang, pardon. Tarpin, un petit mot marseillais. Ça m'écœure de voir tout ce sang. Et passer 10 minutes à vomir, j'arrive quasiment plus à reprendre mon souffle, à bien respirer. Et là, je m'assois sur le canapé. Et il y a son chien, je me rappelle, son Jack Russell et Ena, qui vient, qui s'assoit en face de moi, qui me regarde, quoi. Et moi, je suis sur le canapé, comme ça, livide. Donc, on est en plein été, je suis en short. Je transpire des jambes. Mais quand je vous dis transpire des jambes, à grosses gouttes. J'ai jamais eu ça de ma vie. Des grosses gouttes de transpiration sur les jambes, mais sur le haut du corps, comment vous dire, limite en hypothermie. Comme là j'ai froid, ben,
fois 10 quoi. Vraiment, je comprends pas, mon corps il est scindé en deux parties, le bas du corps brûlant, le haut du corps gelé, à trembler, à me mettre un plaid sur le haut du corps alors que sur les jambes je transpire. Et je suis là, je me retrouve sur le canapé, il me dit quoi, ça y est en fait? Quoi, je vais mourir comme un con là sur le canapé avec le chien qui me regarde? Et je dis non mais c'est pas possible. C'est pas possible, je peux pas mourir seul quoi, je peux pas mourir solo là comme ça, qu'ils arrivent et qu'ils me voient, déjà que je leur fais subir une syncope et qu'ils rentrent et qu'ils me voient mort sur le canapé, mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc j'essaie de me battre à rester réveillé. Je sais que comme dans les films, dors pas, donc j'essaie de pas dormir mais j'ai tarpé un sommeil. Et à ce moment-là, il y a la porte qui s'ouvre et ses parents arrivent. Ils arrivent, je croise le regard de mon meilleur ami qui je me rappelle est encore choqué, son regard il me restera à vie, il est encore choqué de ce qui se passe, de ce qui s'est passé. Et je vois ses parents qui, pareil, quand ils me regardent, ils sont choqués de voir comment je suis. Et ils décident cash d'appeler les pompiers. Donc les pompiers arrivent très très rapidement. Mes parents aussi, mes parents dans la foulée. Enfin mes parents, il n'y a que ma mère à ce moment-là avec mes deux frères. Mon père est en Suisse pour le travail. Et il vient de se faire pirater la carte bleue, donc je vous laisse imaginer le truc des parents de mon meilleur ami qui appellent mon père, qui disent voilà ton fils il vient de faire ça, un accident de plongée, il est vraiment pas bien, on a appelé les pompiers, ils arrivent, et mon père pas de carte bleue, rien, il peut même pas descendre à Marseille quoi. Il a quand même 4 heures de route, mais il serait descendu même s'il aurait eu 6 jours de voiture quoi. Les pompiers me mettent le masque à oxygène, machin et tout. Je vois pas trop de regards inquiets ou quoi. Je dirais les pompiers ils évitent de montrer quand c'est grave je pense. Et là je suis dans le camion des pompiers et ils décident de m'emmener à La Timone. La Timone c'est un grand hôpital à Marseille et je comprends quand ils décident de m'emmener à La Timone que c'est pas un petit truc quoi. Je sais qu'il y a de grosses conséquences. Alors il faut savoir que la veille, juste avant que je dépose mon mari au train avec mes enfants, en rentrant j'ai eu une vision. J'étais sur mon canapé et d'un coup je me suis vue dans une chambre d'hôpital avec une personne allongée et sur un lit. La personne était couverte d'un drap blanc et j'étais là et je pleurais et je priais. Et je ne savais pas qui était sur ce lit. Mais ce que je savais, c'est que ça me touchait énormément. J'étais blessée au plus haut point. Je ne savais pas si c'était mon mari, je ne savais pas si c'était un de mes enfants. Mais j'ai eu cette vision. Et quand le lendemain, il s'est produit ce qui s'est produit pour Baptiste, quand je l'ai vu allongé avec le drap dessus, il n'était pas couvert entièrement, mais quand je l'ai vu allongé, branché de tous les côtés, la vision m'est revenue. Et je me suis dit que Dieu m'avait préparé à l'avance à ça en fait. Et je reçois un appel, c'était la maman d'Alex qui me dit que voilà, elle est à la maison avec Baptiste, il a eu un malaise et les pompiers sont là. Et j'ai pris ma voiture, je suis arrivée chez la maman d'Alex. Et quand j'ai vu Baptiste dans cet état assis, les yeux complètement dans le vide, il respirait un peu comme un asthmatique. Je ne savais pas qu'il était pris à ce point. Et les pompiers à ce moment-là m'ont dit « Madame, c'est très très grave. C'est très très grave. » Déjà sur le canapé, il avait déjà branché. Et ils m'ont dit on va le transporter à l'hôpital, il a du mal à respirer, il risque de se noyer. Et donc à ce moment-là, ils le mènent à La Timone, à l'hôpital. Je suis en voiture, je ne pouvais pas rentrer dans le camion. Et j'étais avec la maman d'Alex. Et arrivé à l'hôpital, là on l'a de suite pris en charge, de suite. Et ils lui ont passé des scanners. Scanner cérébral, radio des poumons, et les médecins sont venus me voir. Le médecin est venu me voir, je me souviens, il me rentre dans une pièce et il me présente un paquet de mouchoirs. J'ai dit aïe aïe aïe, s'il me présente ça, c'est qu'il pense que je vais pleurer. Et à ce moment-là, il m'explique la gravité
de l'état de Baptiste, quoi. Alors le 1er août 2012, je prends le train pour monter sur Genève. J'avais eu l'opportunité de travailler là-haut. J'ai relevé le défi, c'était une prière que j'avais fait au Seigneur. Et le Seigneur nous a bénis, nous a donné le travail en Suisse. Et je devais monter pour faire les premiers rendez-vous, les formations, avant que ma famille me rejoigne en Suisse. Du moins du côté français à Thonon-les-Bains. Entre-temps, ma femme, elle m'appelle. Et je réponds, et d'un coup elle me dit, il est arrivé un accident à Baptiste, au large de Marseille, et je lui dis c'est une syncope. Elle me dit c'est une syncope, je lui dis est-ce qu'il est vivant? Elle me dit oui, il est vivant. Parce que quand on fait une syncope, à 90%, c'est très dur d'en s'en sortir parce que c'est une noyade. Mais pas une noyade de boire une tasse en surface, c'est boire la tasse au fond. Au fond. Son ami va aller le chercher, il va le ressortir plusieurs fois. Donc il va rester en tout 5 minutes, sans oxygène. Cerveau pas irrigué, poumon pris par de l'eau salée, donc c'est infectieux. Imaginez, vous ouvrez une plaie, vous faites couler du sel sur vous, ça brûle. Alors imaginez à l'intérieur d'un corps, imaginez ce qui se passe à l'intérieur. Ça brûle, il va y avoir des œdèmes, des brûlures, des infections. Son copain a pu faire des gestes qui était très difficile à faire, il a risqué sa vie aussi en allant le chercher. Chaque fois, il prenait le corps, il remontait, il manquait d'air, il lâchait le corps, il remontait prendre de l'air, il redescendait, et le corps recontinuait à descendre. Imaginez le jeune, ce qu'il a fait à 15 ans. Il va pouvoir lui enlever la ceinture de plongée, il va pouvoir alléger le corps, et quand il va se retrouver à la surface, vous savez, au large de Marseille, il y a beaucoup de houle, et la houle, c'est des creux de 2 à 3 mètres. Et le bateau du papa, il était à peut-être 50 mètres, mais 50 mètres en pleine mer, c'est énorme. La distance est énorme. Et avec la houle, c'est énorme. Et le jeune, il tenait mon fils qui saignait des oreilles, du nez, de la bouche. Il était mort dans ses bras. Et il criait, personne ne l'entendait. Et un Zodiac, un plongeur est arrivé de nulle part. Quand je vous dis de nulle part, je pense que le Zodiac était blanc, que le plongeur était habillé de blanc parce que c'était un ange. Cet homme est venu à hisser Baptiste sur le bateau, à hisser Alexandre sur le bateau. Et dans l'ambulance, enfin dans le camion des pompiers, j'entends le conducteur qui bombarde vraiment, j'entends le moteur du camion, il est à fond sur l'autoroute, il est à fond et tout. Et pendant de temps en temps, je m'endors, je me réveille, je m'endors, je me réveille. Ce que je sais pas, c'est que je perds connaissance, je me réveille, je perds connaissance, je pensais que je m'endormais par moi-même, mais non. J'arrive à l'hôpital, les médecins sont là, ils me mettent voilà les machines sur moi, des électrodes, bref, ils me branchent de partout. Et personne de ma famille peut rentrer. Aucune personne de ma famille peut rentrer dans le sas où je suis vraiment avec plein de médecins. Il n'y a que ma mère qui peut rentrer à ce moment-là. Et le médecin, il dit à ma mère, écoutez, je vais être franc avec vous, le petit, c'est soit il passe la nuit, mais on ne sait pas comment on va le récupérer, parce que l'eau salée dans les poumons, c'est sale, quoi. Ça peut faire des infections. Et vu que le cerveau a été coupé de l'oxygène quand il a fait la syncope, on ne sait pas les dommages qu'il peut avoir le cerveau. Donc, on ne sait pas dans quel état on peut récupérer votre fils s'il s'en sort, quoi. S'il s'en sort, parce qu'il y a énormément de chances que je passe pas la nuit. Et la nuit, faut pas dormir, quoi. Parce que si je dors, je fais une toux mousseuse. Donc, les médecins m'expliquent, si je m'endors, je peux m'étouffer dans mon sommeil. Et vu que l'eau de mer, quand on la brasse, ça fait de la mousse, mes poumons, c'est pareil. Si je m'endors, que je tousse, je vais faire de la mousse dans mes poumons. Et mes poumons vont se finir de se remplir, le peu qui reste vont se finir de remplir de mousse. Et je m'étoufferai en étant conscient, quoi. Donc je vous rappelle, j'ai les 2 poumons remplis à 85% d'eau salée, avec du sang, les œdèmes, tout ce qu'il faut, quoi, vraiment. Et voilà, donc moi je suis là, je suis quand même conscient un petit peu, et j'entends ça. Et dans ma tête, je dis, mais j'ai pas envie de devenir une carotte, ou j'ai pas envie de devenir un légume, moi. J'ai envie de vivre, quoi. J'ai pas envie de mourir. Je sais très bien que ma vie, elle est pas finie. Mais au fond de moi, j'ai ce truc qui me dit, je sais que je vais pas mourir. Parce que certes, je suis à l'hôpital et tout, mais je sais, comme quand on est rentré en bateau, je sais pas pourquoi je savais que je suis pas bien, mais je vais pas mourir, quoi. Et il faut savoir que Baptiste, il est resté 3 jours en réanimation. Et le soir, je voulais rester, une maman, je voulais rester auprès de mon fils. Et les médecins m'ont dit, hors de question,
il faut surtout pas, parce que il était branché de tous les côtés dans la chambre de réanimation. Et les médecins ils m'ont dit, on est 5 médecins. Il y en avait 2 assis par terre et 3 qui me parlaient. Ils m'ont dit, s'il se passe quoi que ce soit, on est là pour pouvoir intervenir. Mais si vous êtes là, qu'il se passe quoi que ce soit, en tant que maman, ben, vous allez vouloir prendre votre fils dans les bras et vous allez nous empêcher de faire notre travail et ça peut être fatal. Ma femme, elle m'appelle, elle m'annonce ça. Ça frappe mon cœur et je dis, quand ça touche la chair, quand ça touche votre enfant, ça fait très très mal. Et vous vous dites, il va mourir. Première pensée qu'on a, c'est la mort. Même si on est en Christ, on se dit, wow, Seigneur, pourquoi? Et je dis pourquoi. Et je ne peux plus parler, je raccroche avec Sonia. Donc moi, je suis à 500 km. Je suis seul là-haut, c'est mon premier jour de travail. Donc je suis seul, j'ai plus mes repères, je viens d'arriver, j'ai loué une chambre pour être formé à Genève. Je me retrouve seul, mais je suis à l'église. Et je décide de re-rentrer dans l'église. Et les 2 frères, qui maintenant qui sont pasteurs, ces stagiaires, ils me disent, allez prier. Je rentre pour prier. Et je me mets à genoux dans la salle de culte. Il m'est impossible de sortir un mot de la bouche. Il m'est impossible. C'était que de la douleur, des pleurs. Et je criais, je pleurais, j'étais à genoux. J'ai dit, mais Seigneur, aide-moi. J'en voulais pas à Dieu. Parce que je connaissais la puissance de Dieu. Je connaissais vraiment qui c'était Jésus. En 8 mois, Jésus, il avait tellement transformé nos vies. Nous avons des épreuves, mais beaucoup de bénédictions aussi. Et on a vu des gens se convertir et c'était la bénédiction de Dieu dans notre vie. Mais je n'y arrivais pas à pleurer, à prier. Donc je me suis levé et je suis allé demander l'aide de ces 2 pasteurs stagiaires qui étaient stagiaires à l'époque. Ils sont rentrés avec moi dans la salle de culte et on s'est donné la main. Je ne les connaissais que depuis quelques heures. Et on a commencé à prier. Et je m'en rappellerai, hein, s'ils le voient ce témoignage, ils pourront même le témoigner, Jérôme et Kevin. Et on s'est mis à prier. Et on a glorifié le Seigneur, car nous voulions le miracle. Car un chrétien croit de toute son âme, de tout son cœur, que Jésus va agir. Qu'importe la situation, Jésus agit. Il est le plus grand médecin, le plus grand guérisseur. Et celui-là qui fait des miracles, et il en fait encore. Et donc on se retrouve à prier. Moi, il m'est impossible toujours de prier, je pleure. Je suis dans le combat de la souffrance de la chair. Mais ces 2 frères, ils commencent à prier et ils demandent la guérison. Et je ne me rappelle plus si c'est Guillaume ou Kevin, Jérôme ou Kevin qui reçoit l'onction, il reçoit, le Saint-Esprit descend sur nous et il prophétise la guérison de mon fils. Et ça me fait du bien d'entendre la guérison. Et il pleure avec moi, il partage ma souffrance alors que je ne les connais pas. Mais Jésus est au milieu de nous. Jésus est vraiment au milieu de nous. Et Jésus est en train d'intervenir. Et Jésus me met la paix. Il est en train de mettre la paix par rapport à la souffrance que j'avais dans mon cœur. Ça se passe pendant 20-30 minutes. On finit tous à genoux, en pleurs, les 3. Et on reçoit vraiment la guérison, le miracle que Jésus va faire sur mon fils. Et bref, mes parents, le médecin dit ça à mes parents, à ma mère. Ma mère dans tous ses états, la pauvre. Et mon père, qui lui en Suisse, il est bloqué, il appelle un ami qui est à Marseille, Manu, un frère chrétien, un pasteur, qui l'appelle, il dit voilà, j'ai mon fils, il est entre la vie et la mort, faut que tu ailles prier pour lui, il est à l'hôpital de la Timone, il laisse rentrer personne et tout, mais faut que tu ailles prier pour lui. Donc Manu, il s'exécute, il vient à la Timone, il y avait toute ma famille, à part ma mère, personne ne pouvait rentrer. Il est allé voir la secrétaire, il a dit bonjour, je suis un homme de Dieu, je viens prier pour l'enfant qui est malade, qui a fait la syncope. La femme lui a dit 2 minutes, elle est revenue, elle a dit allez-y, faites quoi. Et j'étais chez moi, à la maison, et j'ai reçu un appel justement du parrain de ce jeune que je connaissais, que je connais. Et à son appel, il me dit qu'il y avait eu un problème avec le fils d'un frère en Christ. Lui, il n'était pas ici sur Marseille, il était en Suisse en train de travailler. Il n'y avait que son épouse ici. Et que l'enfant avait eu un accident de plongée. Il s'était noyé à 23 mètres de profondeur.
Et il serait bien d'aller à l'hôpital et prier pour cet enfant. Moi, c'est vrai, quand il m'a appelé de cette façon-là, il me l'a annoncé, j'ai eu de la peine pour le petit parce que je le connais. Et mon seul souci, c'était de lui dire, eh bien, viens me chercher, nous allons aller ensemble et nous allons prier pour lui. Et Dieu va étendre sa main. Fred est venu me chercher et à mon arrivée à l'hôpital, il y avait pas mal de personnes de la famille qui n'étaient pas rentrées pour voir le petit à l'hôpital. Juste la mère, je crois, qui avait eu l'autorisation de rentrer. Mais à mon arrivée, elle était déjà avec nous à l'extérieur. Et mon souci, quand je suis arrivé là-bas, c'était de prier pour Baptiste. Je me suis dirigé vers une dame qui avait derrière une baie vitrée, qui avait un bureau, et je lui ai dit, voilà, j'ai dit, nous sommes croyants, et j'aimerais prier pour ce jeune, si vous me le permettez. La dame, elle m'a pas répondu, elle m'a dit, attendez 2 minutes, et je reviens vous voir. Elle est partie de son côté. À son retour, elle me rappelle, elle me fait signe, et elle me dit, allez-y monsieur, vous pouvez rentrer. Alors, quand j'ai pris la maman de Baptiste, Sonia, et on est rentrés ensemble, les gens qui avaient à l'extérieur, qui attendaient, qui voulaient rentrer, se disaient certainement entre eux, nous ne pouvons pas rentrer le voir, et lui il arrive, il n'est même pas de la famille, et il le laisse rentrer. Je rentre avec Sonia, et on se dirige à l'endroit où se trouvait Baptiste. On se met devant son lit, et le souci qu'il y avait, c'était que Baptiste, par moments, parlait avec vous, et ensuite il tombait dans les pommes. Et c'est à ce moment-là où, quand je me suis approché, il s'est éveillé, il me disait, quand j'étais sous l'eau, j'étais en train de prier, je demandais à Dieu. C'est vrai que quand on se voit en danger, la réaction, c'est de s'adresser à quelqu'un, de demander secours à quelqu'un. Et ce que je lui ai dit à Baptiste, j'ai dit tout simplement, eh bien, tu vois, le Seigneur a entendu ta prière, parce que tu es sorti de l'eau et ils t'ont transporté à l'hôpital. Et tu es en vie. Je dis maintenant, est-ce que tu veux et tu crois que si je prie pour toi, Dieu peut intervenir? Il m'a dit oui, je le crois. Alors, on s'est mis à prier, il a fermé ses yeux, on a prié avec Sonia, et j'avais l'Esprit de Dieu qui me disait, pose ta main sur son torse. Je m'exécute, j'obéis au Seigneur, je mets ma main sur son torse et je commence à prier pour lui. Et je reçois dans mon cœur, pour ceux peut-être qui sont dans le ministère ou qui croient en la personne merveilleuse de Jésus, connaissent la puissance de Dieu, j'ai reçu une confirmation dans mon cœur que Dieu l'a visité. Je termine de prier et je lui dis à Sonia, le Seigneur m'a dit qu'il l'a visité. Je termine de dire ces mots et le docteur se dirige vers nous. Et le petit était beaucoup plus mat que ça à l'époque, en 2012. Et le docteur me dit, vous êtes le papa? J'ai dit non, tout simplement, un ami de la famille. J'ai dit, mais il y a sa maman ici avec moi. Il me fait, ben venez, je vais vous expliquer ce qui se passe. On lui avait fait des radios et le docteur essayait de m'expliquer avec ses mots, parce que c'est vrai, dans la médecine, on ne connaît pas trop.
mais à travers l'image, on pouvait s'apercevoir qu'il y avait quelque chose de pas normal. Alors avec ces mots, il nous expliquait, vous voyez ces traces blanches? Je disais oui. Il dit, ben, c'est un mélange d'eau avec du sang. Et il a les poumons noyés à 85%. 85%. Et s'il s'en tire, ça veut dire que quelque part son pronostic était engagé. Il devra rester dans une chambre pour les personnes qui font des accidents de plongée, je ne sais pas comment on appelle. Une chambre de décompression. Il devait rester entre 2 et 3 mois, il me semble. Et quand le docteur me dit ça, sa maman à côté s'est mise à pleurer et je lui disais, Sonia, ne t'inquiète pas, le Seigneur m'a dit, j'ai reçu confirmation du Seigneur qu'il a visité. Et je me rappelle, Manu rentre, donc je ne crois pas du tout en Dieu à ce moment-là, je ne crois pas du tout en Dieu, il me demande juste de me calmer et d'écouter et de répéter, je crois, si je peux, si je me rappelle bien, de répéter ce qu'il va dire. Il me met la main sur les poumons et il entame une prière pour me sauver, quoi. Vraiment, il demande à Dieu de me sauver et que je ressors intact, quoi, de tout ça. Et pendant qu'il fait ça, il a comme une confirmation que le Saint-Esprit, que Dieu est venu me visiter pendant ce moment-là. Et il a cette sérénité que je vois en lui, en mode c'est grave, mais ne t'inquiète pas. C'est grave, mais ne t'inquiète pas. Bref, je fais 3 jours en chambre de réanimation, parce que je pouvais à tout moment basculer dans le mal, quoi. Je fais 3 jours en salle de réanimation, et tous les 3-4 heures, j'ai la palanquée de médecins qui viennent me voir, qui me prennent tous les machins et tout. Et le lendemain, je vois leur tête déjà, elle commence à changer. Mais je ne sais pas si c'est en bien ou en mal, leur tête change. Et bon, le premier jour, je dis rien. Déjà, la première nuit, j'ai pas pu dormir parce que j'avais tellement peur de m'endormir et que je meurs dans mon sommeil. Donc, je mangeais tarpin de chewing-gum. Je mangeais plein de chewing-gum pour pas m'endormir. Et voilà, le lendemain, je vois les médecins et leur tête un peu bizarre. Et en fin d'après-midi, je leur dis, oh, mais il se passe quoi là? Je vais mourir ou je sais pas, votre tête elle se décompose à chaque fois que vous venez me voir, on dirait que c'est de pire en pire. Ils me disent non. Ils me disent, en fait, on comprend pas. Je dis, mais on comprend pas quoi? Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, on ne comprend pas, tes poumons ils étaient la veille à 85% d'eau salée, mais aujourd'hui ils sont à moins de 50%. J'avais juste un masque à oxygène et franchement j'avais quasiment rien, c'était pareil. Le lendemain, donc, les poumons sont déjà à moins de 50% d'eau. Le surlendemain, mes poumons sont à 15%, mais même pas, j'arrive à quasiment respirer pleinement, je m'amuse, je parle, je peux tousser et tout, j'ai pas peur de mourir, quoi, pas de tout mousseuse. Donc vraiment, wow. Et vient le 3e jour, donc début de matinée, les médecins arrivent et vraiment, je vois leur tête, ils sont choqués. Et je dis, qu'est-ce qui se passe encore? Il y a un nouveau truc qui est arrivé, c'est comment? Il me dit, non, il me dit, tes poumons, ils sont vidés, il n'y a plus d'eau salée, il n'y a plus d'œdème, il n'y a pas de complétude, comment dire, avec l'eau salée, vu que l'eau salée est pleine de bactéries, il n'y a pas eu d'infection dans les poumons, ton cerveau il est bien. Et comment ça s'appelle, les médecins me disent, vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer en médecine. Il y a des choses qui sont du miracle que clairement on ne peut pas expliquer. Il y a des gens qui ont fait le même accident que moi, ils s'en sont pas sortis. Il y a des gens qui ont fait le même accident que moi, avec même beaucoup moins grave que moi. Ils s'en sont pas sortis ou ils s'en sont sortis avec des gros séquelles cerveau ou voilà. Et moi, je suis vraiment cas critique. Pour vous dire, je respirais qu'avec le haut des clavicules parce que les poumons, ils montent vraiment jusqu'en haut du cou, quoi. Ils m'ont dit, je respirais qu'avec le haut des clavicules. Et ils me disent, il y a vraiment quelque chose qu'on ne peut pas expliquer en médecine, c'est le miracle. Et franchement, ça nous pousse des fois à se dire s'il n'y a pas quelque chose de plus puissant au-dessus, parce que nous on fait tout, mais on le sait des fois quand on a tout fait, que c'est quasiment condamné, ben, le seul truc qui peut sauver la personne, c'est un miracle. Et là clairement les médecins me disent mais tu es miraculé, quoi.
ils m'interdisent de mettre la tête sous l'eau pendant 2 ans, de faire de l'apnée pendant 2 ans et tout. Mais moi, bête et borné comme je suis, 15 jours après, je pars en Corse pour 15 jours. Je peux pas me retenir. J'aime tellement la mer que je peux pas me retenir. Et 15 jours après, je suis encore en train de chasser. Bon, avec plus ou moins l'accord des parents de mon meilleur ami, de mes parents, tout ça et tout. Je peux remettre la tête sous l'eau sans trop descendre, mais voilà, je peux chasser avec un harpon de la surface. Donc voilà, voilà comment Dieu m'a sauvé, comment il m'a nettoyé vraiment mes poumons. 1 an après, j'ai fait un examen avec ma mère, une radio de contrôle des poumons, et la personne à qui nous fait la radio me demande pourquoi je suis venu faire une radio des poumons en fait. Donc je l'explique et elle me dit je vous crois pas. Elle me dit je vous crois pas monsieur. Ma mère elle lui montre les papiers, les radios des poumons avec l'eau salée, les œdèmes et tout. Et la personne me croit, me croit ouais, parce qu'il y a tous les documents et elle dit si vous me le dites pas, jamais j'aurais pu savoir que votre enfant a eu ça. Normalement ça laisse des traces dans les poumons comme un AVC, ça laisse une trace sur le cœur et tout. Et ben là dans les poumons, il a dit, ça laisse quelque chose. Il a dit là les poumons sont mais excellents, en super bonne santé, mieux que des poumons normaux, quoi, limite, vraiment parfaitement parfait. Donc vraiment, j'ai été lavé, le Seigneur m'a lavé les poumons, m'a lavé le corps. Et aujourd'hui, je chasse toujours, j'ai pas arrêté. Je me connais encore mieux maintenant. Et grâce à Dieu, je suis encore en vie et grâce à mon meilleur ami qui a eu cette force de venir me récupérer aussi. Que cette force énorme qu'il a eue, je suis encore là. Qu'on ait au moins ce sujet une fois, vraiment, qu'il puisse vider son sac, que je puisse vider le mien et vraiment le remercier comme je dois le remercier, quoi. Tu vois, vraiment à 200%. Même si je l'ai toujours remercié, hein, grâce à lui, je suis encore là. Mais vraiment, j'aimerais vraiment avoir ce tête-à-tête avec mon frère et que voilà, je pense que ça me ferait du bien, ça ferait du bien d'en parler. Ah, mes parents, comme les parents de mon meilleur ami, j'aimerais les remercier pour tout ce qu'ils ont fait, dans ma vie, surtout cet accompagnement que j'ai eu après la syncope. Vraiment, les parents de mon meilleur ami, je les considère comme mes parents, vraiment. Mon meilleur ami, je le considère comme mon frère. Donc on fait vraiment partie de la même famille. Malgré que j'ai eu ça, ça nous a plus ou moins, on va dire, rapprochés, quoi. On a créé vraiment ce lien et je les remercierai jamais assez. Vraiment des parents en or que j'ai, vraiment. Un père et une mère en or. Je sais que certaines personnes n'ont pas la chance d'avoir des parents ou des parents malheureusement qui ne sont pas présents. Moi j'ai cette chance-là et je remercie vraiment, vraiment Dieu de garder cette famille, vraiment qui les garde et qui nous garde profondément, d'avoir cet amour qui continue entre ma famille et mes frères. Je remercie aussi Manu, le pasteur. Manu, c'est pour toi ça, Manoche. Manu, merci, merci d'avoir prié pour moi, Seigneur. Merci vraiment, parce que c'est maintenant que, avec le recul, 15 ans après, je prends conscience de tout ça, que c'est pas malheureusement cet accident qui m'a mené à Dieu. J'ai passé 15 ans de ma vie à m'amuser et tout. Et c'est au travers d'un film que mes parents m'ont dit de regarder. J'ai plus le nom en tête. Mais c'est un enfant qui tombe et qui se noie. Et en fait, il y a une chaîne de prière. Et pendant ce film, j'ai ressenti cette force. Cette chaîne de prière, je l'ai ressentie comme la chaîne de prière qu'ils ont fait pour moi quand j'étais à l'hôpital. Et vraiment, ce film, il m'a coupé en deux, quoi. Vraiment, je crois que j'ai chialé de la moitié du film jusqu'à la fin. Et je ressentais ce qu'ils pouvaient ressentir les parents, les amis, mais aussi la chaîne de prière, ce qu'elle pouvait amener. Et toutes ces personnes que je connaissais pas, qu'ils ont prié pour moi, alors que le petit, on le connaît pas, quoi. Hein. Et ben, tout ça, je l'ai ressenti. J'ai ressenti tout cet amour-là, sauvez-le, machin et tout. Et j'ai pris vraiment une claque devant ce film. Donc je remercie encore mes parents pour cette énorme chaîne de prière. Mon oncle aussi, Fred, qui est maintenant pasteur à Marseille. Pasteur Manu aussi. Vraiment, je vous remercie d'avoir fait cette chaîne de prière, car je sais que
c'est grâce à ça aussi que j'ai été sauvé. Hein. Grâce à ça, grâce au Seigneur et grâce à mon meilleur ami qui a eu cette force de venir me récupérer à 10 mètres de fond et sans inspiration, sans se ventiler, qu'il est descendu, qui m'a récupéré, qui m'a remonté. J'ai essayé je chasse toujours, donc j'ai essayé de descendre à 10 mètres sans me ventiler, sans bien prendre ma respiration, descendre, par exemple récupérer un caillou et remonter avec, c'est impossible, j'y arrive pas, c'est impossible. Alors lui qu'il ait réussi à descendre à 10 mètres et me récupérer alors que je fais quand même 60 kilos avec les plombs et tout, et qui me remonte à l'âge de 15 ans, c'est que vraiment il a été aidé et vraiment putain je remercie le Seigneur de l'avoir poussé dans cette descente et je remercie aussi Alex vraiment d'avoir eu ce courage, comme on dit chez nous, d'avoir eu les cojones, d'être descendu me récupérer, pas d'être choqué et de regarder à la surface. Puis plein de gens auraient pu être tétanisés à notre âge, genre scotché, putain j'ai plus peur qu'autre chose. Eh ben lui il n'a même pas réfléchi, ça a été instinctif chez lui. Il est descendu me récupérer. Et pour ça, merci mon frère. Merci car sans toi je serais pas là en train de parler comme ça.